Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment fabriquer un tachymètre pour mesurer la vitesse d'un train directement sur une voie. Pour cela, il suffit de mesurer le temps mis pour parcourir une distance connue entre deux capteurs. Et pour ce faire, on va utiliser les capteurs capacitifs TTP223, décrits dans une précédente vidéo et que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Alors, on va utiliser un Arduino Nano qui coûte environ 2 euros, un écran OLED de 0,91 pouces qui coûte 1,50 €, 2 TTP à 10 centimes, un peu de fil électrique et quelques grammes de PLA, soit un investissement de 4 euros hors promotion. Alors les TTP se placent facilement sur une voie déjà posée et même ballastée. Il y a un petit clip en impression 3D qui permet la fixation et l'ensemble ne dépasse pas du plan des rails, si bien qu'il permet le passage de wagons nettoyeurs sans risque. D'autant que sa forme avec un chanfrein de chaque côté empêche de l'accrocher au passage. Il tient normalement sans colle, juste clipsé sur les traverses, mais rien n'interdit de mettre un point de colle de chaque côté pour le sécuriser si le clip ne tenait pas bien. Alors évidemment, j'ai fait ça sur les rails que j'utilise, à savoir les Peco, les Jouef et les Garnet en code 100. Pour les autres marques, il y aura peut-être des adaptations à faire et on peut toujours charger le fichier STL dans Fusion 360 pour le modifier. Si vous le souhaitez, et donc s'il y a des demandes en commentaire, je pourrais toujours faire un petit tuto pour expliquer comment modifier un STL dans Fusion 360. Alors l'espacement retenu entre les deux capteurs est de 30 cm. En effet, si la distance est trop courte, l'Arduino risque de manquer de précision à haute vitesse, et si elle est trop longue, le train mettra du temps à afficher sa vitesse. Si on prend un train très rapide, comme un TGV à 300 km/h, il aura une vitesse en HO d'environ 1 mètre seconde. Et donc il va parcourir les 30 cm en 0,3 secondes, soit 300 millisecondes. Comme l'Arduino Nano mesure le temps en millisecondes, une durée de 300 millisecondes offre une excellente précision avec une marge d'erreur de l'ordre de 0,3%. A contrario, si on prend un train de manœuvre qui roule à 20 km/h, ça va lui faire une vitesse HO de 6,4 cm/s. Et il va nous mettre environ 4,7 secondes pour parcourir les 30 cm. Si bien que l'affichage apparaîtra à l'écran dans un temps raisonnable. Il faut bien comprendre que c'est le premier bogie de la loco qui déclenche le premier capteur, puis la loco parcourt les 30 cm, et ce même premier bogie déclenche le deuxième capteur, ce qui donne le temps qui servira au calcul de la vitesse. C'est uniquement la première impulsion qui est prise en compte sur chaque capteur, et toutes les autres impulsions générées par des bogies ou des essieux du convoi seront ignorées. Donc la longueur du convoi est sans importance. Le risque d'erreur, c'est si les deux capteurs n'ont pas la même sensibilité et que par exemple le premier capteur est déclenché par le premier bogie de la loco, mais que le deuxième capteur n'est déclenché que par le deuxième bogie de la loco, ou pire, par un essieu du reste du convoi. Alors dans ce cas, la mesure sera fausse, mais on s'en rendra compte tout de suite car la vitesse sera très minorée. Et dans tous les essais que j'ai faits, avec tout un tas de matériel, ça ne s'est pas produit et toutes les mesures étaient cohérentes. Alors le calcul de la vitesse à l'échelle 1 est facile. On part de la vitesse à l'échelle HO, obtenue en mesurant le temps mis pour parcourir la distance entre les deux capteurs, puis on convertit cette valeur à l'échelle 1 en multipliant par 87. Et on transforme la vitesse obtenue en km/h en multipliant par 3600 secondes et en divisant par 1000 mètres, soit plus simplement en multipliant par 3,6. Ce qui nous donne vitesse en km/h égale 0,3 mètres multiplié par 87 et multiplié par 3,6 et le tout divisé par le temps mesuré en secondes, soit tout simplement 93,96 divisé par le temps en secondes. Alors un petit mot sur l'Arduino Nano, qui est le petit frère de l'Arduino Uno,
que j'avais présenté en détail dans la vidéo d'introduction du petit cours de programmation C++ Arduino que je vous invite à revoir car il donne les bases minimales à maîtriser pour être en mesure de comprendre un code et surtout de l'adapter à ses besoins. L'Arduino Nano possède 30 broches, dont 22 sont destinées à des fonctions d'entrée et de sortie. Parmi celles-ci, 14 broches d'entrée-sortie numérique, D0 à D13, peuvent être personnalisées à l'aide des fonctions PinMode, Digital Write, Digital Read et sont capables de générer ou d'absorber un courant de 40 mA. Ces broches sont également dotées de résistances de pull-up internes qui sont utiles quand on veut avoir une commutation à la masse franche. En plus des broches numériques, le Nano dispose de 8 broches d'entrée analogiques, A0 à A7. Celles-ci fournissent un convertisseur analogique digital d'une résolution de 10 bits qui peut être lu à l'aide de la fonction Analog Read. Alors, le Nano offre notamment plus de broches analogiques que l'Arduino Uno qui n'en a que 6. Et si nécessaire, toutes les broches analogiques, à l'exception de A6 et A7, peuvent être configurées comme des broches d'entrée-sortie numérique. Pour les signaux PWM, les broches d'entrée-sortie numérique 3, 5, 6, 9, 10 et 11 sont capables de produire une sortie 8 bits. Donc tout ça avait été présenté en détail sur l'Arduino Uno, et si vous n'avez pas vu cette série de 5 vidéos, je vous invite à le faire dès à présent. Au niveau de l'alimentation, pour le tachymètre, on pourra l'alimenter soit en 5 volts bien régulé, soit avec un courant non régulé de 7 à 12 volts, et idéalement de 9 volts par la broche marquée VIN. Pour l'écran, on va utiliser un écran OLED de 0,91 pouces qu'on trouve à 1,80 € environ et qui sera connecté à l'Arduino par le bus I2C que j'avais aussi décrit en détail dans la vidéo numéro 4 de l'ascenseur à train. Donc en gros, c'est un bus série qui a été inventé par Philips en 1982 pour faire communiquer simplement des composants intégrés dans un même boîtier. Il n'est donc pas adapté aux distances supérieures à 1 ou 2 mètres, même si en pratique on peut augmenter ça moyennant quelques artifices. Il permet de connecter l'écran par 2 fils seulement, une ligne SDA pour les données et une ligne SCL pour les signaux d'horloge qui cadencent la transmission. Donc voici le schéma de branchement qu'il faudra réaliser. C'est très simple. Tous les VCC vont au plus 5 volts. Tous les GND, c'est-à-dire la masse, vont à la broche GND Ground de l'Arduino. Et pour l'écran, la broche SCL va à la broche A4 et la broche SDA va à la broche A5. Ensuite, pour les TTP, l'un va à la broche D2 et l'autre à la broche D3. Pour la pose proprement dite sur le réseau, il y a une petite boîte à imprimer en PLA qui permet de fixer l'Arduino et la plaquette de connexion sous le réseau. L'Arduino se fixe par des vis M1.2 de 1,2 mm de diamètre et il y a un boîtier pour la fixation horizontale et une autre pour une fixation verticale. Pour l'écran, il est intégré au décor sous la forme d'un panneau d'affichage. Un petit morceau de mousse permet de bloquer l'écran et le fond est clipsé, donc pas de colle à mettre et ça reste démontable. Les fils sortent par les pieds. Sinon, j'ai fait aussi une petite boîte qui permet de loger l'Arduino et l'écran avec la sortie des fils DTTP et la prise USB vers l'arrière. L'alimentation peut se faire soit par la prise USB, soit avec un fil branché sur le 5 volts ou encore avec un bloc secteur 9 volts. Alors dans le cas des blocs secteurs, pensez à bien vérifier la tension qui est délivrée réellement car il y a parfois des grosses surprises. Dans le boîtier, l'écran est fixé par un clip qui pourra recevoir un point de colle sur le haut. Les connexions sont réalisées sur une plaque de verre au board munie de connecteurs pour s'en ficher sur les broches de l'Arduino. Ça rentre tout juste dans le boîtier fermé, mais il faudra peut-être meuler un tout petit peu le circuit imprimé qui appuie sur le clip de fixation de l'écran, empêchant de bien refermer le boîtier. L'Arduino reste accessible par en dessous, et en particulier son bouton recette.
Donc le montage est très simple et se fait très facilement sur le réseau. Maintenant, on va voir le code de plus près. Alors, il n'est quand même pas inutile d'acquérir les bases minimales du langage C++, ne serait-ce que pour modifier un code ou pour comprendre ce qui se passe si ça ne marche pas. Pour cela, vous avez les 6 vidéos du cours de programmation C++ Arduino que je vous invite à regarder si ce n'est déjà fait. D'une part parce que j'y avais passé du temps en infographie, et d'autre part parce qu'on peut faire plein de choses avec les microcontrôleurs, et qu'il est dommage de ne pas maîtriser ce sujet. Il y a aussi un PDF à télécharger qui regroupe toutes les diapos du cours et qui servira d'aide-mémoire pour tout ce qu'il faut connaître. Donc, si le C++ n'a plus de secret pour vous, ou que le sujet ne vous intéresse tout simplement pas, vous pouvez arrêter ici la vidéo, car la suite va être consacrée à l'explication détaillée, peut-être un peu trop diront certains, du petit bout de code que j'ai utilisé. Alors vous pouvez directement télécharger les fichiers STL sur Cult3D et Thingiverse et le code dans le lien indiqué en description de la vidéo. Et tout ça devrait fonctionner du premier coup. Mais si comme moi vous avez toujours quelque chose à apprendre, ça peut valoir le coup de rester jusqu'au bout. Et de toute façon, je ne me voyais pas balancer un pavé de code à télécharger bêtement sans aucune explication. Donc dans la vidéo précédente, je vous avais promis un code très simple, et ça va être le cas, avec une première version qui ne fait que la mesure dans un seul sens de circulation. Alors l'entête est faite de remarques, avec en particulier les branchements effectués, donc le capteur numéro 1 qui est connecté à la broche D2 par un fil bleu, le capteur numéro 2 sur D3 avec un fil vert, et les 4 fils de l'écran avec le SDA sur la broche A4, le SCL sur la broche A5, et l'alimentation au plus 5 volts et la masse qui est notée GND. L'assignation des broches est imposée par la bibliothèque. C'est toujours A4 et A5. La distance entre les capteurs sera de 30 cm, mais il faut la mesurer avec précision pour l'indiquer dans le code. Elle sera codée en dur, c'est-à-dire qu'elle n'est pas modifiable une fois le code compilé. Alors tout le laïus des remarques en en-tête peut paraître superflu, mais il est bien pratique quand on veut reprendre un code longtemps après. Il en est de même pour les remarques qu'on a intérêt à mettre partout où il y a quelque chose à connaître. De même, dans un vrai logiciel, on s'astreint à faire le même type d'en-tête, avec en particulier un numéro de version, la date et le nom de celui qui a pondu le code, ainsi que l'explication des paramètres et de tout ce qui est utile à connaître. Ça peut sembler une perte de temps, mais c'est en fait le contraire. Ce sont des habitudes qu'il faut prendre au tout début. Ensuite, on a les directives include qui vont charger les 3 bibliothèques nécessaires au fonctionnement. Alors il y a wire.h qui permet la communication avec les périphériques I2C, Adafruit gfx.h qui fournit les fonctions d'affichage graphique pour l'afficheur, et Adafruit SSD 1306 qui permet l'utilisation de l'afficheur SSD 1306 qu'on va utiliser. On rappelle que les bibliothèques sont des ensembles de fichiers de code préécrits, généralement en C++, qui ajoutent des fonctionnalités supplémentaires. Elles permettent de gagner du temps et de faciliter l'utilisation de composants matériels, comme des capteurs, les moteurs, des écrans, etc., ou de gérer des protocoles de communication comme l'I2C, le SPI, etc. On arrive à la définition des constantes avec l'instruction define qui permet d'assigner un nom à une constante et de lui donner une valeur. Ici, ce sont les caractéristiques de l'écran avec sa largeur et sa hauteur en pixels, l'assignation de la broche recette ou reset de l'écran qui n'a pas de broche dédiée et donc l'écran ne peut pas être réinitialisé tout seul. L'adresse de l'écran qui est généralement 3C en hexadécimal pour les écrans OLED. Alors dans le zip à télécharger qui contient le code, je vous ai mis aussi le code d'un petit scanner I2C qui permet de trouver l'adresse d'un écran connecté et qui ne serait pas standard. Ensuite, on va créer l'objet display qui est une instance de la classe Adafruit SSD 1306 avec ses caractéristiques.
Alors le concept de classe et d'instanciation est très important à comprendre en programmation, car on l'utilise constamment et je vais m'y attarder un tout petit peu. La classe est un modèle qui définit les attributs, les données, et des méthodes, les fonctions. Elle n'existe pas en mémoire par elle-même. L'objet est une instance concrète de cette classe. C'est lui qui occupe de la mémoire et a des valeurs réelles. Et l'instanciation est l'acte de créer un objet à partir d'une classe. Alors une classe est un peu comme un moule à gâteau. L'objet est le gâteau obtenu, et on peut faire autant de gâteaux qu'on veut avec le même moule. La classe définit la structure, les objets contiennent des données réelles. Chaque objet est indépendant. Ici, on n'a qu'un seul écran à gérer, donc on n'aura qu'une seule instance, mais si on avait deux écrans, on aurait créé une deuxième instance, qu'on aurait appelée Display2, qui aurait les mêmes caractéristiques héritées de la classe Adafruit SSD 1306, mais qui serait complètement indépendant de l'objet Display 1. On peut donc créer autant d'objets qu'on veut depuis une même classe. Ensuite, on déclare les broches où sont connectés les capteurs TTP223, donc la broche numéro 2 pour le premier capteur et la broche numéro 3 pour le second. Alors ces broches ne sont pas définies par hasard, car ce sont les deux qui supportent les interruptions. On va aussi déclarer les constantes qui vont servir dans les calculs. La distance entre les deux capteurs, qui est ici de 30 cm, donc 0,3 en mètres. Le facteur d'échelle qui est de 87 pour le H0. Alors notez qu'on aurait pu aussi ne pas utiliser de constante et mettre les valeurs directement dans les calculs. Mais cette manière de faire est plus lisible et surtout elle permet une modification rapide si on voulait changer l'espacement entre les capteurs ou l'échelle. Il faut toujours nommer tous les paramètres qu'on utilise dans un logiciel, même si on ne s'en sert qu'une seule fois. Ensuite viennent les variables de temps. À noter que comme on va utiliser des interruptions, les variables modifiées dans une ISR doivent être déclarées en volatile. Sinon le compilateur pourrait chercher à les optimiser de manière incorrecte. Alors les ISR, Interrupt Service Routine, s'exécutent en dehors du flux normal du programme et le compilateur ne peut pas voir à quel moment la variable peut être modifiée. Les interruptions sont aussi un concept à bien comprendre et je les avais expliquées dans la dernière vidéo du cours C++. Alors qu'est-ce qu'une interruption ? En temps normal, un programme Arduino s'exécute de manière séquentielle dans la boucle loop. Mais certaines situations nécessitent une réaction immédiate, comme ici la lecture immédiate du temps lors du déclenchement d'un capteur. Les interruptions forcent le processeur à s'arrêter instantanément, quoi qu'il fasse, pour relever la valeur de milice à la microseconde près. Si on avait mis la lecture des temps dans la boucle loop, le processeur n'aura lu la valeur du temps que quand il passait sur l'instruction. Alors qu'avec l'interruption matérielle, c'est l'impulsion du TTP qui va forcer le processeur à lire la valeur, quoi qu'il soit en train de faire par ailleurs. C'est ce qui garantit une précision absolue, même si le train passe à toute vitesse. Une interruption est donc un signal envoyé au processeur pour attirer son attention sur un événement externe ou interne et qui nécessite un traitement immédiat. Lorsqu'une interruption se produit, le processeur suspend temporairement l'exécution du programme en cours pour exécuter l'ISR correspondante. Et ensuite, il reprend le cours normal du code. Sur l'Arduino Nano, tout comme sur le Uno, seules les broches D2 et D3 supportent les interruptions matérielles. Mais on peut utiliser aussi des interruptions dites pin change sur les autres broches digitales qui sont notées en D. Donc, on reprend dans notre code. On a deux variables booléennes qu'on appelle des flags, des drapeaux, car ils indiquent un état. On a train en cours qui indique qu'une mesure est en cours d'acquisition, et mesure dispo qui indique que l'acquisition est complète et qu'on peut exploiter les valeurs qui ont été enregistrées. Ce sont des variables qui ne peuvent prendre que deux états, true ou false, correspondant aussi à 0 et à -1, si on voulait s'en servir dans des calculs. Une fois tout le bloc de déclaration passé, on arrive à la fonction setup, qui, on le rappelle, n'est exécutée qu'une fois,
contrairement à la fonction loop, qui, comme son nom l'indique, tourne en boucle. C'est dans le setup qu'on va mettre tout ce qui concerne la configuration du programme. Donc ici, on configure la LED interne du nano, qui est sur la broche 13 et qui possède le nom de LED built-in. Cette LED va nous servir à indiquer une erreur si l'écran n'est pas trouvé à l'adresse indiquée ou s'il ne répond pas. Dans ce cas, la LED va clignoter rapidement et le programme s'arrêtera là. La fonction DisplayBegin permet d'initialiser l'écran avec l'adresse qu'on a indiquée dans ScreenAddress. Alors SwitchCap VCC est une constante interne de la bibliothèque pour la gestion de l'alimentation de l'écran. Et ça n'a pas d'intérêt d'en parler ici. Donc cette fonction DisplayBegin renvoie true si elle est bien exécutée ou false s'il y a eu un problème. Donc pour savoir si l'écran est fonctionnel, on va l'appeler dans une structure if pour récupérer sa valeur en sortie. Si c'est true, on peut dire que l'écran est bien configuré et répond présent. Et on peut passer à la suite du code. Sinon, on rentre dans une boucle while qui a pour condition true, c'est-à-dire une valeur booléenne. Et donc comme cette condition est forcément vraie, la boucle va s'exécuter indéfiniment. Dans cette boucle, on va faire clignoter la LED rouge rapidement à une cadence de 200 millisecondes avec un digital write qui met la LED built-in à l'état haut, donc l'allume, suivi d'une pause de 200 millisecondes, puis d'un autre digital write qui la met à l'état bas et donc l'éteint, suivi aussi d'une pause de 200 millisecondes et ainsi de suite. Donc si l'écran fonctionne normalement, on poursuit avec un clear display qui efface l'écran, puis un set text size pour fixer la taille des caractères à 1. En effet, on a plusieurs tailles de caractères possibles. La couleur de l'affichage est aussi une constante de la bibliothèque et qui indique d'écrire en blanc. En fait, ce sera la couleur de l'écran parce qu'il est monochrome. Et il y en a des blancs et il y en a aussi des bleus. Et même des jaunes, je crois. Set curseur place le curseur au pixel numéro 5 en X et 0 en Y pour commencer à écrire la première ligne du texte de présentation. println écrit le texte et passe à la ligne suivante. Et on fait pareil pour la deuxième ligne, qui est suivie d'un delay 10 000 pour laisser l'affichage pendant 10 secondes. Là, c'est la définition des broches utilisées pour le TTP, pour les TTP. Donc pin capteur 1 à qui on avait donné la valeur de 2 et pin capteur 2 qui a la valeur de 3. Et ici, on va déclarer les interruptions avec la fonction attachInterrupt, avec le numéro de broche utilisé, le nom de la fonction ISR à appeler quand l'interruption se déclenche et le type de déclenchement. Donc ici, c'est sur un front montant, rising, c'est-à-dire quand la broche va passer de l'état bas à l'état haut, car le TTP va envoyer un état haut à plus 5 volts. On a une déclaration pour chaque capteur. Et on appelle la fonction affiche-prêt, qui peut afficher un message d'attente ou rien du tout, en se contentant d'effacer l'écran comme on le verra plus bas. Le setup est terminé, tout est configuré, et on va passer au loop, qui va se dérouler en boucle tant que le nano sera sous tension. On commence avec une structure conditionnelle en regardant si une mesure est disponible. Donc si le flag mesure dispo est mis, c'est-à-dire qu'il est à true, on calcule le temps mis entre les deux capteurs qu'on va convertir en secondes, car il est en millisecondes, donc on le divise par 1000. On met une sécurité anti-rebond pour ne prendre en compte qu'un temps qui serait supérieur à 5 centièmes de seconde. On calcule la vitesse réelle, puis la vitesse à l'échelle H0, comme on l'a expliqué au début. Et on affiche le résultat sur l'écran. Alors Stop Scroll est une instruction qui indique d'arrêter le scrolling de l'affichage, car on verra que le message d'attente se déplace à l'écran pour ne pas le brûler avec un affichage fixe prolongé. Donc on a utilisé une fonction de scrolling qui est intégrée à la bibliothèque. On écrit la vitesse avec un seul chiffre après la virgule, car on n'aurait pas de place pour 2 décimales si la vitesse a 3 chiffres avant la virgule. Et on laisse le résultat affiché pendant 10 secondes.
Ensuite, on réinitialise les variables en attente d'un nouveau train. On efface l'écran et on affiche le message d'attente entre deux mesures. Là, c'est la fonction qui est appelée par l'interruption déclenchée par le capteur 1. Alors on vérifie d'abord qu'il n'y a pas de mesure en cours, avec la condition if not train en cours. Si c'est le cas, on note la valeur de milice dans la variable temps début et on met le flag train en cours. Ça veut dire que seule la première impulsion envoyée par le capteur sera prise en compte. Toute impulsion ultérieure sera ignorée tant que le drapeau train en cours sera levé. C'est ce qui permet de ne pas avoir à se soucier de la longueur du convoi, qui peut continuer à déclencher le capteur sans avoir de conséquences. Milice est une fonction qui donne le nombre de millisecondes depuis le démarrage de l'Arduino. En miroir, on a la fonction appelée par l'interruption qui est déclenchée par le capteur 2. Là, on met comme condition que le flag train en cours est bien mis, et donc il y a eu un enregistrement de temps au début, et que le flag mesure dispo n'est pas encore mis, et donc que le capteur numéro 2 n'a pas encore été activé. La condition n'est vraie que si train en cours et pas mesure dispo sont vraies toutes les deux. Dans ce cas, on enregistre la nouvelle valeur de milice dans temps fin, et on lève le drapeau mesure dispo. Et donc dans le loop, on effectuera l'affichage. Et dernière fonction, affiche prêt, qui efface l'écran, affiche le texte en attente, et pour éviter de brûler l'écran par un affichage fixe, on va le faire défiler vers la droite avec la fonction Start Scroll Right, qui a comme argument le début et la fin de l'écran, car on aurait aussi pu faire un scrolling partiel. Alors ici, je les ai désactivés, car j'ai trouvé que c'était mieux de laisser l'écran noir entre deux mesures, mais ça c'est à chacun de voir. Donc voilà pour le premier code de base, mais on pourrait aussi vouloir effectuer les mesures dans les deux sens. Et on va voir ce qu'il faut rajouter. Donc, le code version 2, on commence par rajouter une variable sens de circulation, en volatile, car utilisée dans une ISR. Elle a la valeur de 1 si le train circule du capteur 1 vers le capteur 2, ou de 2 s'il circule en sens inverse. Au début, on va l'initialiser à 0, qui est un état indéfini, un peu comme en physique quantique avec le chat de Schrödinger. Dans le setup, il n'y a rien de changé, excepté le message d'accueil qui indique qu'on est en version 2. La fonction affiche prêt a pris le nom d'efface écran, car elle n'affiche plus rien, mais efface juste l'écran. Alors je vous conseille d'utiliser au maximum des fonctions, même pour ne faire qu'une ou deux instructions, plutôt que de mettre ces instructions directement dans le code. Dès que c'est répété au moins une fois, il faut faire une fonction, car c'est plus clair et on voit tout de suite ce que ça fait. Dans le loop, on retrouve la procédure de calcul de la vitesse. Stop scroll est désactivé car on ne fait plus de scrolling. Je l'ai juste laissé au cas où. On va afficher par contre si la mesure est dans le sens 1 ou dans le sens 2, et on affiche la vitesse toujours de la même manière. On réinitialise les variables, et c'est dans les fonctions appelées par les capteurs qu'il y a du changement. En effet, il faut distinguer à chaque fois deux cas. Le cas numéro 1, quand le train arrive par le capteur 1, donc s'il n'y a pas eu de mesure en cours, avec note train en cours, on enregistre la valeur de milice qui donne le temps de départ, on note le sens de circulation et on lève le flag train en cours indiquant qu'il y a une mesure en cours. Et le programme peut reprendre son cours dans le loop. Cas numéro 2, le train est déjà passé devant le capteur 2 et arrive sur le 1, donc sens de circulation 2. On vérifie que le drapeau train en cours est bien levé, que le sens de circulation est bien le 2, c'est-à-dire qu'il est déjà bien passé devant le capteur 1, et que le drapeau mesure dispo n'est pas mis, ce qui signifie qu'on n'attend plus que la mesure du deuxième capteur pour conclure. On a donc une condition à 3 membres qui doivent être tous vrais pour que la condition soit vraie. Si c'est le cas, on enregistre le temps de milice
et on lève le drapeau mesure dispo, si bien que de retour dans le loop, on pourra calculer la vitesse à afficher. Alors on a utilisé un if-else, car on a deux conditions qui ne peuvent pas être réalisées en même temps. C'est soit l'une, soit l'autre, mais en aucun cas les deux en même temps. Si on avait mis deux structures if distinctes, les deux conditions auraient été évaluées l'une après l'autre, pouvant provoquer un problème. Là, avec le if-else, on n'évalue que l'une ou l'autre des conditions. Et on retrouve la même structure en miroir pour la fonction appelée par le capteur 2, avec les deux mêmes cas à évaluer. La fonction efface-écran est la même, au nom près, et donc on peut aussi y mettre un message défilant de gauche à droite, si besoin, en enlevant les doubles barres de remarque. Voilà donc un code très simple, mais néanmoins efficace. Alors ces deux codes sont à charger sur mon Google Drive, avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Alors juste pour le fun, je vous ai mis la même fonction, avec une écriture one-liner qui ne sert qu'à rendre le code illisible et le débugage quasi impossible. Je vous laisse étudier ça. C'est juste pour que le gars qui va passer derrière perde au moins 10 minutes pour comprendre ce qu'on a voulu faire et se dise « mais c'est pas possible, ce type est complètement tordu ». Alors les opérateurs ternaires ont été expliqués dans la vidéo numéro 6 du cours C++. Un petit mot pour terminer sur la détection avec les TTP-223. Au cours de la campagne d'essai, pour tester le passage de différents convois, il s'est avéré que les machines hautes sur pattes, comme la BB 9201 JOUEF, n'étaient pas du tout détectées. Alors la parade, c'est de coller un morceau de carton, genre carte de visite, recouvert d'aluminium ménager. On crée ainsi une plaque de condensateur qui augmente fortement la sensibilité, puisqu'on porte la distance de détection à un bon centimètre. Alors ce n'est pas l'épaisseur qui compte, mais la surface. Autre problème que j'ai rencontré pendant les essais, c'est des déclenchements intempestifs d'un TTP lorsqu'on met le DCC sur la voie. Et j'ai été obligé de rajouter un condensateur de 10 pF sur le pad dédié du TTP 223. Alors on peut aller jusqu'à 50 picos, mais en étant bien conscient qu'on diminue la distance de détection. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec les TTP et les Arduino, mais cette fois pour piloter un DF Player. J'espère que tout ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à questionner sur les points obscurs et aussi à signaler des conneries que j'aurais pu dire, car malheureusement ça m'arrive parfois. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est déjà fait. À bientôt!